à tous et bienvenue pour ce premier atelier, les jeudis pays, un partenariat entre les pépites d'Île-de-France et l'INPI, qu'on est ravis d'inaugurer aujourd'hui avec vous. Et pour accueillir ces ateliers, chaque pépite francilien à tour de rôle ouvrira ses portes. Donc pour assister en présentiel, vous pouvez vous inscrire et sinon le rendez-vous sera toujours le même, un jeudi entre 16h30 et 17h. Avec possibilité de suivre en live sur la page Facebook Pépites Île-de-France. Et aujourd'hui, pour attaquer, on commence avec une introduction sur les précautions à prendre quand on est étudiant entrepreneur et que l'on veut protéger au mieux son travail. Et pour nous parler de cette question, on a le plaisir d'avoir Pénélope Couture. Donc, merci beaucoup Pénélope. Merci à toi Marie-Gabrielle. Et bienvenue à tous et merci à ceux qui sont présents ici aujourd'hui avec nous et présents aussi à distance. Donc moi je me présente Pénélope Couture, je suis chargée d'affaires et juriste en propriété intellectuelle à l'INPI, donc Institut National de la Propriété Industrielle. Je suis rattachée à la délégation Île-de-France. Au fur et à mesure de ces différents ateliers qu'on va animer en lien avec Pépites IDF et les différentes pépites également, vous allez rencontrer d'autres chargés d'affaires qui eux-mêmes font partie de la délégation Île-de-France. Mais voilà, comme pour ceux surtout qui sont à distance, je pense que peut-être vous êtes partout en France. Et nous avons aussi des délégués nationaux et internationaux qui sont là pour après vous accompagner. Je vous présenterai justement en fin de cet atelier notre accompagnement destiné aux étudiants entrepreneurs comme du Startup, PME, TI, où vous pourrez voir un peu quelle offre on vous propose pour établir votre stratégie. Aujourd'hui, le but c'est de débuter, effectivement, avec un atelier général, histoire de vous dresser un vernis propriété intellectuelle sur n'importe quel projet et surtout de vous donner des précautions parce que vous êtes à des stades différents chacun. Donc il y en a qui sont peut-être juste à l'étape d'idée avec déjà une idée de nom seulement, d'autres qui sont à l'étape de recherche et développement, un prototype. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déjà en phase commercialisation, mais ici c'est vraiment de commencer au stade de l'idée, d'avoir des précautions à prendre, de comprendre aussi comment établir sa stratégie de propriété intellectuelle avant commercialisation jusqu'à l'internationalisation et l'idée aussi de se faire accompagner à la fois par l'INPI mais aussi par des professionnels de la matière. Pour d'abord se mettre en jambe, on va dire, sur ce sujet-là, la première question, c'est pourquoi je m'intéresserai à la propriété intellectuelle dans mon projet. En fait, la propriété intellectuelle, il faut le voir comme un atout pour votre société ou future société, parce que d'une part, la propriété intellectuelle, d'une manière générale, vous permet d'exploiter librement son objet. Que ce soit le nom, que ce soit la technologie, que ce soit le packaging, le design de votre produit. Après, je vous parle de type de propriété industrielle ici, mais il ne faut pas oublier que ça recouvre aussi tout ce qui est matière de droit d'auteur, de logiciel, et ça passera aussi par les contrats. Donc dans l'idée, vous allez pouvoir acquérir une liberté d'exploitation, freiner l'innovation des autres, ce qui est un avantage concurrentiel en fait. Mais aussi, on verra que vous pouvez vous servir des types de propriétés industrielles existantes, notamment des brevets, pour savoir vers quoi vous orienter demain, pour innover. Et ça permet aussi de communiquer. Un exemple assez parlant, ça peut être l'industrie cosmétique qui aujourd'hui n'hésite plus maintenant en matière de publicité à vanter les brevets qu'elle dépose sur ses différents produits. Alors qu'à la base, on ne se dirait pas qu'il y a un brevet sur un produit cosmétique. Donc voilà, différentes choses qui passent aussi par la valorisation et qui vont vous accompagner en fait tout au long de votre projet d'innovation. Donc le projet d'innovation, 4 étapes principales, parce que vous passez de l'idéation, donc c'est-à-dire vous allez créer votre concept, votre première idée, à l'étape création elle-même, donc là on passe sur la recherche et développement, le prototypage, tout commence à prendre forme en fait. L'amorçage, alors voilà, maintenant on parle dans un langage d'amorçage qui correspond en fait à la commercialisation, vous lancez votre produit, que ce soit en France ou à l'international. Et enfin, vous terminez par justement votre expansion, vraiment pure internationale là, et aussi développement, je continue à améliorer mon produit, mon service. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de l'innovation, enfin de la protection de l'innovation, mais c'est pas juste du produit, c'est aussi une innovation de service comme une innovation d'usage. Vous prenez Blablacar, c'est une innovation d'usage. Pourtant, ça reste un service qui est rendu, mais on change les usages, on est en rupture avec ce qui se passait avant. Donc l'idée, c'est que ce schéma qui va vous être présenté s'applique à tout type d'innovation. Et à chaque étape en fait, de votre processus d'innovation, vous allez retrouver des précautions à prendre, parce qu'avant d'établir sa stratégie, il faut se la préserver.
Donc ça veut dire des précautions en matière juste, j'ai une idée qui va se concrétiser, quelles précautions je prends, parce que pour le moment je ne sais pas tout de suite quelle propriété intellectuelle, mais aussi des précautions qui sont à prendre avec vos futurs partenaires, parce que vous allez en phase de négociation, vous avez peut-être un super projet qui va les intéresser. Si vous leur apportez trop d'informations, potentiellement ils vont se l'approprier, et eux, s'ils ont plus de moyens, ils vont développer plus vite que vous, par exemple. Donc il y a quand même des précautions à prendre. Je ne l'ai pas précisé, je vois beaucoup de têtes ici en présentiel qui hochent, qui se hochent. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si je vais trop vite, si vous ne comprenez pas, voilà, vous pouvez m'interrompre. Pareil en direct, je ne l'ai pas précisé, mais s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Il y a des personnes qui sont là pour retransmettre en fait les questions qui sont posées pour ceux qui sont en live. Ensuite, à l'étape création, là, c'est plus forcément des précautions, même si elles sont toujours là, mais c'est anticiper la stratégie de protection future de la propriété intellectuelle. Parce qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est vous protéger avant d'aller en commercialisation. Donc que généralement, voilà, vous avez votre prototype, vous dites c'est bon, on y va. C'est des délais qui sont très courts. Et en fait, si vous n'avez pas pris ces précautions et commencé à préparer un peu vos dossiers, demain, les démarches, vous allez devoir les faire rapidement en prenant le risque de mal faire un dépôt aussi de marque, alors que ça va vous engager pour la France, mais aussi à l'international. Déposer un brevet alors que vous n'avez pas été accompagné pour la rédaction, ou alors, pire encore, vous n'avez pas fait ce qu'on appelle la recherche de nouveautés pour vous assurer vraiment que vous étiez nouveau au niveau technologique. Et là, vous allez être bloqué carrément même dans la commercialisation et prendre un risque de contrefaçon. Après, donc l'amorçage, on anticipe et on se protège avant la commercialisation, et on s'anticipe avant la commercialisation également à l'international. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là où vous n'êtes pas protégé, c'est le jeu de la libre concurrence qui s'applique. Ça veut dire que tout le monde peut vous copier là où vous n'avez pas de protection. Et enfin, au niveau de l'expansion, ça va être plus de la gestion de son portefeuille de propriété intellectuelle. Ça va être aussi de la défense du coup et faire évoluer ce portefeuille avec les évolutions de son projet, son activité. La première phase, donc, c'est prendre des précautions. Prendre des précautions, hop, ça passe par 3 principales précautions qu'il faut prendre. Je vais le dire maintenant, je vais le redire sûrement après, l'idée ne se protège pas. Les idées sont de libre parcours. Vous avez l'idée de construire, d'innover dans un nouveau service de location de voiture, de location d'appartement, ça reste une idée. Il n'y a rien de concret derrière. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de produit. Ce qui va faire l'objet de la protection, c'est justement ces différents éléments qu'on verra juste après. Mais après, ça n'empêche pas que justement quand vous allez être dans cette phase d'idée et cette phase de recherche et développement, prototypage ou autre, vous allez garder le secret parce que demain, il faut d'une part vous préserver la future protection. Et je reviens sur le brevet, mais le brevet c'est de la nouveauté. Et si vous divulguez comment fonctionne votre innovation, vous perdez le droit au brevet si vous n'avez pas déposé avant. Donc premier problème. Deuxième problème de ne pas garder le secret, c'est que vous allez commencer à communiquer sur des choses, notamment essayer de rencontrer des partenaires pour développer, pour commercialiser futur. Vous allez leur présenter des informations qui font votre valeur future de la société. Si vous n'avez pas d'accord de confidentialité, vous les autorisez à faire ce qu'elles veulent des informations que vous leur communiquez. Donc ça, c'est une vraie précaution qu'il faut prendre, notamment par rapport à ces éléments-là. Comment, en fait, on les prend? C'est d'une part, quand vous communiquez les mails, même un courrier d'ailleurs, on va beaucoup par les mails, mais les courriers aussi, c'est la mention confidentielle. Là, je vous fais une présentation. Demain, vous pouvez faire vous-même une présentation de votre projet avec l'ensemble des caractéristiques de votre produit, de votre innovation de service. Vous mettez la mention confidentielle aussi en bas pour informer les tiers qu'à minima, ces informations-là sont soumises à la confidentialité. Pareillement, ça passe aussi par l'accord de confidentialité. Sur l'accord de confidentialité, vous allez être vigilant. On ne se contente pas de dire les informations échangées ce jour sont confidentielles. Ça vaut 0. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un vrai accord de confidentialité en bonne et due forme. Vous pouvez en trouver un modèle sur le site de l'INPI, notamment comme vous pouvez en trouver sur Internet, mais il faut être vigilant à la source. Ça veut dire identifier précisément les parties qui vont échanger les informations, la nature des informations confidentielles aussi, parce que si elles ne sont pas identifiées, comment savoir sur quelles informations porte la confidentialité. Ça veut dire aussi préciser que la confidentialité vaut toute une vie, parce que si vous dites que la confidentialité vaut la durée des négociations, à la fin des négociations, qu'elles aboutissent ou pas, la personne elle fait ce qu'elle veut des informations que vous lui avez communiquées.
Et aussi, ce que vous pouvez faire, ce qu'il ne faut pas oublier plutôt, c'est le fait que vous communiquez des informations, vous les soumettez à la confidentialité. Ce que vous n'obligez pas par contre votre partenaire, c'est de ne pas les utiliser à son propre profit. Donc dans l'accord de confidentialité, on rajoute une petite clause disant que la personne s'engage aussi à ne pas utiliser les informations qu'on lui communique à son propre profit. Parce que comme ça, on rajoute en fait le fait qu'elle est interdite d'usage. Ça lie à la confidentialité. C'est clair? Non, vous pouvez reformuler. Je reformule. Concrètement, soumettre quelqu'un à la confidentialité, c'est lui imposer de garder au secret les informations qu'on lui communique. Mais ce n'est pas lui imposer de ne pas utiliser pour elle-même les informations qu'on lui communique. C'est-à-dire que vous allez lui communiquer des informations, certes elle ne va pas les rendre publiques, mais si elle a envie de faire des recherches et développement à partir de vos informations, elle va se les faire. Okay. C'est ça. Il faut prévoir les deux dans cet accord de confidentialité, à minima. Après, l'idéal, c'est de vous faire quand même accompagner pour avoir quelque chose de bien rédigé qui demain sera valable aussi si au cas où il y a une contestation. L'accord de confidentialité, c'est un vrai élément qui engage une responsabilité parce que c'est un contrat. Donc là, à partir du moment où on commet une faute qui est liée à l'une des obligations dans le contrat, on a une responsabilité contractuelle qui s'applique. Après, je vous parle aussi de tout autre moyen interne et externe, charte cybersécurité. Ça, c'est dans vos équipes, ça dépend combien vous êtes. Mais potentiellement, dites-vous que si vous êtes deux fondateurs, on va dire, du projet et que de temps en temps, vous faites intervenir un stagiaire ou un freelance, il faut les clauses de confidentialité dans les contrats que vous avez avec eux. Peut-être qu'il faut limiter aussi l'accès à certaines informations. Après, quand vous êtes dans le domaine du développement informatique ou que vous utilisez le cloud et des choses comme ça, soyez vigilants aussi à la cybersécurité parce que vous pouvez vous faire hacker vos informations. Et ça va être divulgué ensuite. Donc ça fait partie de ces petits moyens qu'on met en place. On est vigilant à la publication et aux événements. Ça, c'est surtout parce qu'en fait, en matière de brevet, je reviens là-dessus, quand on divulgue, quand on rend public son invention avant d'avoir déposé le brevet, ça constitue une divulgation destructrice de la nouveauté. Ce qui veut dire qu'en fait, vous perdez la protection par brevet de simple divulgation. La simple divulgation, c'est par exemple, vous présentez votre prototype en salon. Ça, c'est une divulgation qui peut détruire la possibilité d'obtenir un brevet sur l'innovation plus tard. Donc, on dépose un brevet avant d'aller présenter son produit en commercialisation, en salon, avant même de rédiger un article qui va décrire le produit ou des choses comme ça. Tout ça soumis à des sanctions pénales ou civiles en fonction de la situation. Hop. En lien avec le secret, la traçabilité. Une question. Il n'y a pas de souci. Vous avez dit qu'il fallait déposer le brevet avant effectivement oui. Tout ce qui est information privée. Sauf qu'aujourd'hui, on parle d'un porteur de projet. Oui. Il y a un risque. Il y a la partie où il est start-up, où on ne sait pas vraiment si son produit va marcher comme il a prévu. Oui. Il y a un risque là d'investir dans une marque ou dans un brevet qui n'est pas forcément porteur. Donc là, ce sujet-là. Alors, ça n'a pas à voir avec la publication, la divulgation, ça. Ça, après, la valeur du projet, c'est effectivement la propriété intellectuelle permet de savoir si le projet déjà a une valeur au niveau propriété intellectuelle pure et dure, parce que la propriété intellectuelle, ça fait partie des actifs immatériels d'une société qui est valorisable, qui peut être donnée sous contrat de licence, donc d'utilisation par des tiers, qui peut se vendre aussi. La marque, c'est pareil, quand vous avez le plus simplement possible, vous regardez Carrefour. Le Carrefour, c'est peut-être un système de franchise derrière avec associé une licence de marque. Donc en fait, la propriété intellectuelle va servir à valoriser votre société. Ok ? Donc deuxième précaution à prendre, la traçabilité. La traçabilité, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez en mesure d'identifier quels sont les éléments qui portent votre projet et qui demain feront l'objet de la protection de la propriété intellectuelle. Concrètement, ça veut dire aussi que quand vous êtes sur un projet, en fait, il ne faut pas oublier, on verra juste après, que la titularité n'appartient pas nécessairement, appartient à chaque personne physique. Donc, quand après on constitue une société, il faut s'assurer des cessions de droits vers la société parce que c'est la société qui va exploiter et pour cela, il faut assurer donc ces cessions-là. Tracer, ça permet d'une part d'identifier chacune des créations, mais d'identifier aussi chacun des intervenants au projet et leur création à chacun, les droits de propriété intellectuelle futurs qui s'appliqueront en fonction de ces différentes créations et ensuite
de faire les cessions de droits quand cela est nécessaire au bénéfice de la société. Ça permet aussi de vous préserver parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut garder le secret. Vous déposez une enveloppe solo sur les informations confidentielles, enveloppe solo qui fait partie des moyens de traçabilité, eh bien, vous avez identifié la nature des informations confidentielles par cette enveloppe solo-là. La traçabilité, c'est en fait vous constituer des preuves aussi qu'à un instant T, vous étiez, vous, porteur des connaissances, qu'elles soient techniques ou même créatives, parce que c'est aussi, par exemple, quand vous êtes en matière dans le domaine de la mode ou de la création de produits avec des designs, il y a un droit d'auteur qui s'applique, sauf que le droit d'auteur, c'est pas de formalité, sauf, il faut quand même être en mesure de prouver une date de naissance. Pour prouver une date de naissance, ça passe par ces outils de traçabilité, dont l'enveloppe solo, parce que ce sont des moyens de datation, et donc de preuve d'un contenu et d'une date certaine. Donc, avoir des preuves. Enveloppe solo, c'est un moyen de datation détenu par l'INPI. Le cahier de laboratoire, c'est plus dans le domaine chimique. Vous imaginez un cahier comme un cahier d'écolier, mais sauf que ça a une forme spécifique et ça a une valeur spécifique, parce que vous allez retracer dedans l'ensemble de vos recherches et développements, et ça va être contresigné par un tiers au projet qui fera office que ce qui est contenu dans le cahier est réel, en fait, est vrai, avec une date. Les dépôts probatoires, c'est plus des actions qui sont auprès des notaires ou des huissiers. Et la preuve à soi-même, c'est possible. La plus classique preuve à soi-même, c'est le recommandé à soi-même. Seulement, en fait, entre cette partie-là des preuves et celle-ci, en fait, la preuve à soi-même, devant un juge, il faut ramener plusieurs éléments de preuve, alors que quand vous faites des éléments de preuve qui sont détenus par des tiers, comme l'enveloppe solo, en fait, la preuve se suffit à elle-même, c'est-à-dire le juge, il prendra ce qu'il y a dans l'enveloppe solo, il dira « Ok, ce qu'il y a dans l'enveloppe solo, je le crois ». Alors que si vous lui ramenez un recommandé que vous vous êtes envoyé à soi-même, il va dire « Je veux bien vous croire, mais montrez-moi que ce qu'il y a dedans, c'est bien ce qu'il y a dedans ». Il faudra d'autres éléments. Oui. Sachant qu'une idée est du coup pas portable, est-ce que... n'est pas protégeable d'une manière générale. Est-ce que cette idée-là, contenue dans une enveloppe solo, peut servir de preuve de rupture de confidentialité d'un contrat? Une idée, si c'est simplement... Dans l'enveloppe solo, vous ne mettrez pas que l'idée. Vous mettrez votre business plan avec ce qui va... Enfin, tout à l'heure, je vais prendre l'exemple d'une canne connectée pour déficients visuels. Dans mon enveloppe solo, je dépose à la fois le fonctionnement de mon boîtier qui permet en fait d'analyser l'environnement. Je dépose également dans une seconde enveloppe solo peut-être l'aspect extérieur du boîtier. Comme je dépose aussi mon code source, mon code objet. Parce que ça, c'est une protection aussi par le droit d'auteur. Et donc, il faut être en mesure de le prouver. Après, on a aussi des choses, si on est en matière de savoir-faire, on écrit son savoir-faire sur un document et on le dépose. Parce que le savoir-faire, c'est pas forcément protégeable ou c'est pas recommandé de le protéger par brevet, parce que le brevet, c'est de la divulgation. Et un savoir-faire, on veut le garder peut-être pour nous. Donc c'est ça. Mais une idée, non, on ne dépose pas une idée dans une enveloppe solo. Ce qui va faire l'objet de la future protection, c'est sa matérialisation dans un nom, dans un produit, dans un service. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a matérialisé qu'on commence à utiliser l'enveloppe solo. Par exemple, je parle d'enveloppe solo parce que c'est le plus courant, le plus simple. Du coup, je remonte dessus. Ça veut dire qu'on ne peut pas protéger l'idée même avec un contrat confidentialisé. L'idée, non. Ça ne servirait à rien. Si vous êtes juste en idée pour... vous allez, par exemple, vous dites « J'ai une idée de développer un nouveau service de covoiturage ». Vous dites « Il me faut un associé parce que moi j'ai des compétences business, mais il me faut des compétences d'un informaticien ». Vous allez aller voir n'importe quel informaticien, lui proposer l'idée. Voilà, il pourrait reprendre l'idée à son nom, mais il ne va pas la faire de la même manière. Par contre, quand vraiment vous allez commencer à discuter tous les deux et vous dire ben voilà, en fait, je voudrais faire un site internet avec développer cet algorithme, ce code source derrière qui va permettre d'interagir avec des capteurs, des choses comme ça. Là, par contre, il commence à avoir un objet de protection. Troisième point de précaution, la titularité. Donc ça, j'insiste énormément. Pourquoi? Parce que, voilà, chaque création, quelle que soit sa nature, c'est l'auteur de la création qui est titulaire des potentiels droits de propriété intellectuelle. Donc actuellement, si vous êtes deux fondateurs d'un projet qui n'a pas encore de société, chacun va rester titulaire de sa propre propriété intellectuelle. Donc ça, c'est une première chose. Quand vous allez créer la société, il va falloir transférer votre propriété intellectuelle au bénéfice de la société.
D'une part parce que ça va être valorisable dans le patrimoine de la société, mais parce que demain, si vous devez vous défendre contre la copie, c'est la société qui va agir, sauf que si ce n'est pas la société qui a les droits de propriété intellectuelle, c'est vous, personne physique, qui devrez agir sur vos propres deniers. C'est juste un exemple. Parce que c'est vraiment le titulaire qui est seul libre d'exploiter, de défendre, de gérer l'objet de ses créations. Donc, s'assurer le créateur. Les exceptions, il y en a quelques-unes. Par exemple, quand vous êtes en matière d'invention, donc on est en matière de brevet, c'est uniquement s'il y a un inventeur qui est salarié d'une société et qu'il avait une mission inventive que là, le droit au brevet remonte directement à l'employeur. C'est la seule exception. Les stagiaires, les freelances, les apprentis, ça ne bénéficie pas de ces exceptions liées au contrat de travail. Donc ça veut dire aussi qu'il faut prévoir des clauses de cession de propriété intellectuelle dans les contrats. Les logiciels créés par un salarié, c'est pareil. On a une exception qui nous permet de dire que quand le développeur est salarié d'une société, ce qu'il crée remonte à son employeur. C'est les deux seules exceptions légales qui existent, mis à part après à prévoir dans les contrats. Stagiaire, freelance, apprenti, j'en ai parlé. Analyser chaque situation, c'est ce que je vous expliquais avant. C'est vous faites une liste de l'ensemble des participants au projet. Vous identifiez ensuite chacune des créations qui a été faite par chacun de ces participants. Vous voyez s'il y a de la propriété intellectuelle ou pas qui s'y applique. Et si oui, vous faites les cessions de droits qui vont bien en faveur de la société. Cession de droit, droit d'auteur versus propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faudra juste être vigilant à la rédaction des clauses. Parce que autant de propriété industrielle, on n'est pas trop bloqué. Autant, quand on est en matière de droit d'auteur, on exige un écrit qui se veut précis dans l'étendue des droits cédés, les territoires. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de droit d'auteur, donc ça va être du graphisme, donc un site internet par exemple, ça va être du logiciel, ça peut être du packaging, des choses comme ça. Ça, on ne peut pas céder par avance en fait les droits d'auteur portant sur ces créations tant qu'elles ne sont pas déterminées. Donc il faut prévoir en fait plutôt des cessions au fil de l'eau pour les créations qui sont éventuellement protégées par le droit d'auteur. Parce que la clause qui serait dans un contrat et qui serait trop générale serait considérée comme nulle par le juge demain, dans ce domaine-là spécifiquement. C'est clair? Ça, c'était les trois principales précautions: secret, traçabilité, titularité. Après, donc, vous avancez en fait dans votre innovation et quand vous avancez dans cette innovation, vous arrivez à la recherche et développement avec commencer à concrétiser l'idée et on va partir sur l'idée d'un prototype. Je vais le répéter ici, l'idée en elle-même ne bénéficie d'aucune protection. Par contre, quand vous commencez à avoir votre... Là, je vais montrer un produit, mais même un service. Ce que vous faites, en fait, pour identifier la propriété intellectuelle, c'est que vous prenez chacun des éléments qui le composent. Je vais vous prendre un produit, mais si je prends un site internet, si je le décompose, c'est quoi? C'est un nom de domaine, c'est le nom, c'est aussi tous les contenus. Et on oublie souvent que derrière le site internet, on a du développement informatique. Ça veut dire 4 éléments qui sont protégés par la propriété intellectuelle qui peut être différente ou cumulative. Donc, mon objet aujourd'hui de protection, c'est ma canne connectée pour localiser les obstacles. C'est une canne connectée qui a été développée par la société Bosens dans l'idée en fait de permettre une surimpression de l'environnement pour identifier les obstacles et en fait d'interagir donc avec des capteurs qui permettent en fait, en émettant un son, d'avertir l'utilisateur de la canne qu'il y a un obstacle plus ou moins dangereux devant lui qui lui arrive. Ça leur permet donc de se déplacer plus facilement en ville surtout. De là, donc, ils ont créé la société Bosens. Rango, qui est le nom en fait de ce petit boîtier-là uniquement. Parce que la canne, en fait, c'est un boîtier qui vient se clipser sur une canne normale, canne blanche d'une personne déficiente. Lié à Visigo, qui est une application mobile et qui va notamment émettre ses sons et faire la surimpression d'écran. Ce projet-là bénéficie de toute la propriété intellectuelle existante. Alors, depuis tout à l'heure, donc ça, en fait, quand vous partez d'un projet, c'est ce que je vous disais, après, il faut le décomposer élément par élément. Mon idée ici, c'est de le décomposer élément par élément, mais aussi de vous montrer le distinguo entre propriété industrielle et ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique et autres droits, parce qu'en fait, la propriété intellectuelle, c'est le chapeau. Et ensuite, sous le chapeau se cachent différents droits. Donc, pour identifier les protections, il faut d'abord avoir connaissance de ça. La propriété industrielle, c'est tout ce que vous pouvez déposer devant l'INPI. Marque, brevet, dessin et modèle. Si on décompose mon projet Bosens avec Rango, Visigo, j'ai d'abord un nom, enfin 3 noms.
GoSense, le nom de ma société, Rango, le nom de mon dispositif, Visigo, le nom de mon application. Tout ça est protégé à titre de marque parce que la marque vise à protéger les noms donnés à des produits et services qui servent donc à désigner ces produits et services. Ensuite, j'ai Rango et donc cet appareil qui vient se positionner sur une canne pour déficients visuels. C'est de la technologie. De la technologie qui est potentiellement brevetable parce qu'en fait elle répond à la condition de la brevetabilité, c'est-à-dire une invention, et ensuite on a des conditions juridiques que je vous expliquerai après. La particularité aussi ici de Rango, et là je vais prendre mes notes parce que je ne retiens pas l'intitulé du brevet. En fait, Rango, ils ont protégé donc ce qu'ils appellent un appareil à main pour déficients visuels. Donc c'est bien en fait le boîtier, comprenant un système de détection d'obstacles, des transducteurs, je vous passe le reste, pour l'émission de son, d'ultrasons et de moyens d'alerte de l'utilisateur. Le tout qui permet donc la détection de la proximité d'un obstacle, avec un dispositif aussi de mesure de mouvement adapté pour mesurer en fait le mouvement de la canne par rapport à l'environnement. C'est très technologique. Mais Rango, en fait, vous avez accès, en fait, si vous allez sur la base brevet de l'INPI et vous tapez GoSense, vous allez trouver le brevet qui correspond à Rango. Et vous allez voir, en fait, que ce qui est intéressant dans ce brevet-là, c'est qu'on a réussi à breveter ce qu'on appelle aussi un logiciel. De base, les logiciels, c'est pas brevetable. C'est interdit de brevetabilité parce que c'est une méthode mathématique. Le logiciel est une méthode mathématique et ça n'a rien de technique surtout. Sauf qu'en fait, ici, dans Rango, on a réussi à breveter la partie logicielle en tant que produit-programme d'ordinateur. C'est une expression consacrée, produit-programme d'ordinateur. Ça veut dire qu'en fait, dans tout le fonctionnement du dispositif, il y a une étape qui permet la mise en œuvre du dispositif grâce à un logiciel. Donc, on ne parle pas de code source, on ne parle pas d'algorithme, mais on parle en fait plutôt d'un produit-programme d'ordinateur qui comprend des instructions de code de programme enregistrées sur un support utilisable dans un ordinateur pour l'exécution des étapes du procédé de fonctionnement de Rango. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à détourner l'interdiction de brevetabilité des programmes d'ordinateur en les mettant comme étapes de fonctionnement. Ça va, c'est clair? C'est en général un peu une partie... Ok, ça va. Donc ça c'est pour la partie vraiment technique du coup. Mais la partie technique, c'est aussi l'aspect visuel. Rango, donc ce boîtier, ils l'ont déposé à titre de dessin et modèle. Un dessin et modèle, ça permet la protection de l'apparence extérieure d'un produit. Ça permet aussi la protection de l'apparence extérieure d'un service représenté par une interface graphique, par exemple. Donc c'est pour ça que je vous disais, on parle d'innovation, mais on est sur du produit ou du service et les deux sont protégeables au titre de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est la partie propriété industrielle. Je vous dresse le vernis, élément par élément. La deuxième partie, et c'est là où on voit que GoSense a permis a vraiment une stratégie de propriété intellectuelle des plus complètes, c'est qu'il faut savoir que cette apparence extérieure aussi du boîtier, à la base, est protégée par le droit d'auteur. Donc celui qui a designé en fait ce boîtier-là était titulaire des droits d'auteur et pouvait les faire valoir sans même avoir la nécessité de déposer un dessin et modèle. C'est juste que déposer un dessin et modèle, ça renforce votre protection parce que c'est une protection qui est cumulative. Sachez que le droit d'auteur aussi, on a une application mobile qui émet des sons. Si vous êtes sur un son en particulier, c'est protégé par le droit d'auteur. La dernière fois, une de mes collègues me parlait aussi du logo de positionnement de Google. Ça aussi, ça fait partie du droit d'auteur et c'est même déposé à ce qui paraît à titre de dessin et modèle. Donc vous voyez, on a plein de choses, plein de petites choses qui peuvent être protégées. J'ai mis logiciel aussi en majuscule parce qu'en fait, le logiciel, vous l'assimilez à l'écriture d'un roman. Le logiciel, son écriture, c'est le code source et le code source est protégé par le droit d'auteur qui appartient au développeur. Après, rapidement, je l'aborde ici, soyez vigilants à tout ce qui est logiciel open source aussi parce que ça peut impacter votre protection de propriété intellectuelle future en fonction de comment vous codez et en fonction des licences qui sont applicables aussi à l'open source. Après, ça, le droit d'auteur, ça fait partie de la propriété littéraire artistique. Ça ne se dépose pas, c'est sans formalité, sous réserve de pouvoir prouver une date de naissance et une titularité. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'au sein de la stratégie de propriété intellectuelle, vous pouvez avoir une protection par le secret,
Parce que le secret, ça va vous protéger vos informations qui ont une valeur économique, financière, pour lesquelles vous avez mis des investissements. Aussi, vous verrez, si vous êtes dans des projets technologiques, il y a des moments, la question de protéger par brevet va se poser. Parce que vous pouvez plutôt adopter une stratégie du secret alors, au lieu du brevet, parce que le brevet implique une divulgation du fonctionnement de la techno. Mais si sur votre techno, notamment ce qu'on appelle la rétro-ingénierie n'est pas possible, la stratégie du secret peut être plus favorable. Après, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux stratégies. Dans autres, on met la protection de la base de données parce qu'on peut protéger la forme de la base de données par le droit d'auteur, mais ce qui va vous intéresser surtout si vous avez une base de données, c'est d'être protégé contre l'utilisation ou l'extraction frauduleuse de tout ou partie de vos données. Donc on est sur un droit qui vise à vous protéger par rapport aux investissements que vous avez pu faire pour la collecte et le traitement des données qui sont contenues dans cette base. Le nom de domaine fait partie de la propriété intellectuelle. C'est certes juste une barre d'accès, mais fait partie de votre stratégie de propriété intellectuelle également. On l'a vu, Visigo, c'est une application mobile. Derrière une application mobile, on a un nom déposable à titre de marque, mais aussi, à la base, normalement, on a ce nom de domaine pour un site internet en tant que tel. Donc ça, c'est tout le panel, et c'est décomposer votre projet pour identifier chaque élément protégeable et donc chaque titre de propriété intellectuelle qui est susceptible de s'y appliquer. Est-ce que jusque-là, ça va? Parfait. Mais du coup, maintenant, il faut s'assurer une bonne protection, parce que c'est bien beau de savoir ça, mais il y a des conditions à respecter. Alors, dans l'idée ici, c'est pas de vous présenter ces conditions une par une, parce qu'il nous faudrait à peu près 1h30 pour l'ensemble. C'est juste de vous dire que pour la propriété intellectuelle, la principale, donc brevet, main, dessin, modèle, droit d'auteur, chacune répond à des conditions propres de protection. Ça veut dire qu'une fois que vous avez identifié vos éléments protégeables et quel type de droit de propriété, quelle propriété intellectuelle est susceptible de le protéger, il faut savoir si vous répondez bien à chacune des conditions. Si vous cochez non à un moment, ça voudra dire que la protection, potentiellement, vous ne pouvez pas la revendiquer. Après, il n'empêche que quand vous ne pouvez pas revendiquer une protection au titre de la propriété intellectuelle, en France, vous pouvez avoir recours à d'autres choses. Ça peut être du contrat, ça peut être de la concurrence déloyale. Après, ça reste limité en France. Tout va dépendre des textes aussi. Si vous allez en Europe ou à l'international, tout dépend des accords qui sont nés entre chaque État. Donc répondre, ça veut dire connaître ces conditions, les vérifier une à une ensuite qu'on a identifié les éléments. Petit point que brevet, main, dessin et modèle, il faut obligatoirement un dépôt devant l'office compétent. Donc l'INPI en France. Au niveau européen, vous avez le IPO par exemple. Au niveau international, soit vous y allez État par État, ce qui est possible aussi en Europe d'ailleurs, soit vous passez par l'OMTI qui est l'Office international. Le droit d'auteur sans formalité, l'avantage du droit d'auteur c'est que en fait, c'est sans formalité, c'est reconnu par plusieurs États membres, par plusieurs États signataires d'une convention internationale. Donc en fait, le droit d'auteur est par nature international. Après, dites-vous qu'il est soumis quand même à une appréciation nationale parce que vous regardez ne serait-ce qu'avec la différence qu'on peut avoir avec les pays anglophones, eux, c'est la différence entre copyright et copyleft, ils n'accordent pas le droit d'auteur de la même façon. Et aussi, il y a certains offices que, même si à la base le droit d'auteur c'est sans formalité, devant certains États, pour faire valoir, il faut un enregistrement dans l'État. Donc là, il faut quand même être vigilant en fait aux conditions de validité de ce droit d'auteur. Des durées aussi à ne pas oublier qui sont différentes, 20 ans à renouveler tous les ans pour le brevet, 10 ans indéfiniment renouvelables pour la marque, 5 ans maximum, 25 ans pour le dessin et modèle. Le droit d'auteur vit de l'auteur 70 ans après la mort. Oui. C'est quoi la différence entre une marque qui a un dessin qui la formalise, par exemple Lacoste, et un dessin qu'on peut déposer dans 5 ans? Pourquoi on ne peut pas reproduire ce genre de dessin? Alors, vous pouvez le faire, c'est une protection cumulative. En fait, la marque, c'est deux choses qui protègent différentes. Vous pouvez déposer un dessin. Moi, à chaque fois, je prends l'exemple de la vache qui rit. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais en tout cas, la vache qui rit, ils ont déposé leur tête de vache à titre de marque. Après, est-ce qu'ils auraient pu le déposer aussi à titre des dessins et modèles? Mais de toute manière, à l'origine, sur la tête de la vache qui rit, même s'il n'y avait pas eu de marque ou de dessin et modèle, il y a une protection par le droit d'auteur. Au final, c'est pour ça qu'il est important d'identifier chacune des créations dans un projet, et création quelle que soit sa nature, et d'identifier potentiellement comment on peut la protéger. Et il peut y avoir des protections cumulatives sur une même création. Après, la marque,
si on la définit, c'est aussi quand même, il faut que vous allez déposer la tête de vache à titre de marque, parce que ça va être ça aussi qui va être l'élément de reconnaissance de vos produits et services. Alors que le dessin et modèle, c'est juste protéger une apparence. C'est pas en lien avec les produits et services, c'est pas un vrai élément de communication sur les produits et services. Donc, identifier, répondre aux conditions, oui. Ouais, désolé. Il n'y a pas de souci. Si on dépose une marque, par exemple, avec le nombre de classes standard, auprès de l'INPI, ça a un certain coût, mais si on le fait à l'international, en Europe ou mondialement, quelle est la différence? Eh ben, on va enchaîner justement, ça tombe bien, parce que là, ce que je vous ai énoncé, c'est une stratégie de propriété intellectuelle que vous allez avoir de base avant de commercialiser. L'idée, c'est de ne pas oublier que, en fait, chaque droit de propriété intellectuelle est d'abord national et vous n'avez, aussi pour les titres de propriété industrielle, qu'une protection sur les territoires où vous sollicitez la protection. Donc l'INPI pour le territoire français. C'est pour ça qu'après, il faut anticiper l'international. Pour anticiper l'international, justement, vous avez 3 principales voies. Soit vous déposez étape par étape. Ça, après, ça dépend, chacun des États décide des coûts qu'il a envie de mettre pour les formalités à accomplir. Donc après, c'est un budget à prévoir, c'est des renseignements à prendre, c'est aussi être conscient des législations purement nationales, parce que autant en Europe, principalement nos textes dépendent des textes européens, donc on est harmonisé. Mais dès que vous sortez du territoire européen, on a des textes internationaux qui permettent une harmonisation, mais l'appréciation est purement nationale. Donc il faut être vigilant sur les spécificités purement nationales. Vous allez en Chine par exemple, il est recommandé de plutôt faire un dépôt directement chinois pour la marque et de le déposer en caractère chinois, ne serait-ce que de par la culture même des citoyens chinois. Oui. Donc imaginons là je crée une marque, je veux la déposer mondialement. Oui. Je dois d'abord la déposer à l'INPI et après à l'office mondial ou alors, ensuite l'office mondial? Non, on dépose d'abord à l'INPI. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dépose à l'INPI d'une part parce qu'on est d'abord résident national, français. Ensuite, quand vous partez sur la voie européenne, donc soit vous y allez État membre par État membre, soit vous passez directement par l'Office européen, le IPO. La problématique, c'est que en matière de brevet, on n'est pas sur un titre unitaire. On va être sur une procédure de dépôt unique, mais qui après se divise en brevet national pur et dur. Par contre, sur la marque et le dessin et modèle, on est sur un titre unique pour l'ensemble des États membres. Ce qui signifie aussi, par contre, c'est prendre le risque que si c'est annulé, ne serait-ce qu'en Belgique, la marque de l'Union européenne est annulée, elle est annulée pour l'ensemble des États, y compris la France. Et si vous n'avez pas en backup votre marque française, vous n'avez plus aucune protection sur votre premier territoire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi il vous faut une marque nationale? Parce que après, vous n'allez pas forcément viser que l'Union européenne, vous allez viser d'autres États. Au niveau international, on est à peu près à 152 pays signataires des conventions internationales devant l'UNPI. Ce qui signifie que, par contre, quand vous allez passer par l'UNPI, qui est en fait là pour le coup une procédure centralisée de dépôt, et l'UNPI ensuite renvoie aux offices nationaux pour des procédures nationales et une délivrance de titres nationaux, vous êtes... J'en ai perdu le fil, c'est pas grave. Vous faites ça, et donc il vous faut par contre un titre national de base, qui va être votre marque française, si on reste sur la marque. Donc ça, ce sont les raisons pour lesquelles il vous faut absolument un titre national français, y compris pour le brevet. Oui. Et donc du coup, 850 €, c'est une classe pour l'UE. Oui. Mais si on veut les 152 pays, c'est combien? Vous n'allez jamais vouloir les 152 pays, déjà mais si on veut être protégé par exemple aux États-Unis. Alors, en fait, quand on passe, donc soit vous y allez étape par étape, donc là il faut se renseigner. Si vous passez par le système international, vous allez avoir une taxe de base en matière de marque aux alentours de 600 €. C'est en francs suisses. C'est pour ça qu'on dit alentour, parce que ça dépend du taux de conversion. 600 € et après, on vous donne un calculateur de taxes. Parce qu'en fait, comme c'est juste une procédure de dépôt unique, qui va certes vous éviter des coûts de traduction, qui va vous éviter aussi d'avoir 36 000 représentants, parce que quand vous faites les procédures purement nationales, il faut aussi avoir un représentant dans chacun des États. Je vois des gros yeux qui se lèvent. Ouais. Bah oui, parce qu'il faut être résident national de base, sinon avoir un mandataire national. Donc ça veut dire ça. Ça veut dire aussi que l'avantage de passer pour la marque, par exemple par l'office international, c'est qu'après ça va être centralisé. Donc les renouvellements, vous les ferez directement auprès de l'UNPI. Si demain vous déposez pour l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, via l'UNPI pour la marque internationale, et que dans un an vous dites zut,
je voulais alors je vais pas prendre la Chine parce que voilà, je voulais l'Afrique, tout à l'heure on parlait de l'Afrique, vous pouvez demander l'extension de votre marque de base internationale via le même système, parce que vous avez une procédure unique. Après, donc du coup, comme ça se transforme en procédure nationale, c'est des coûts qui sont nationaux. Le calculateur de taxes est là pour vous aider à budgéter tout ça. C'est l'avantage. Au niveau marque, si je reste sur ce domaine, 850 € pour une classe. Effectivement, après, vous nous faites le prorata. Hein, imaginez 210 € en France multiplié par 27, vous faites une sacrée économie quand même. Mais ce qui veut dire aussi qu'il faut être vigilant dans les conditions de validité de la marque, parce que plus on vise d'état, plus il faut s'assurer de répondre aux conditions de validité dans chacun de ces états. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris le principe de classe. Alors, je n'entrerai pas dans le détail là, mais je vais l'expliquer. L'idée, c'est que dans 15 jours, on anime un atelier sur la protection de la marque. Là, pour le coup, ça va être chez PSL. Et justement, on va parler plus en détail de la protection de la marque, donc des étapes de réflexion sur comment je réfléchis à mon nom, comment je dépose, comment je choisis mes marques, quelle titularité, la disponibilité, toutes les conditions en fait là. Parce que le but des ateliers suivants, c'est de détailler chacune des conditions qui sont là. Mais concrètement, une classe, c'est ce qui va faire la portée de votre protection au niveau des produits et services. Si je vous dis Lotus, vous pensez à quoi? Marque de voiture. Voilà, j'ai une partie garçon, donc c'est parfait. Voilà, marque de céréales. Ah, ça je connais pas. Voilà, donc je parle. Les montres aussi, je crois, non? Il y a des montres. Bref, toute une panoplie. Et moi, je suis du nord de la France, je pense à mes spéculoos. Aussi. Et en fait, vous voyez, ces marques, si vous allez vérifier sur la base de données, vous allez voir qu'elles sont toutes enregistrées pour un certain nombre de produits et services. Des produits et services qui sont différents parce qu'en fait, voilà, on a cité des exemples, parce qu'elles sont enregistrées pour les produits et services qu'elles désignent dans la vie quotidienne. Mais à la base, pour avoir une protection, il faut d'abord choisir ces produits et services-là, qui sont répartis dans des classes pour faciliter la chose. Mais la portée de votre protection, c'est bien les produits et services. Mais je vous dis, si vous voulez, dans 2 semaines, on aborde plus précisément ce sujet-là aussi sur la protection de la marque, où on fera tout un détail. Ça vous va? Ok. Alors ça, donc anticiper l'international, on est dans la phase un peu amorçage-extension. Juste une question, genre. Par exemple, donc là, si je déploie une marque en France, donc je dépose auprès de l'INPI dans un premier temps, et que je dépose pas tout de suite à l'international, mais que je vends à l'international, quels vont être les risques? C'est moche. Ouais. Alors en fait, la problématique, c'est pas noté là, mais on l'avait noté, c'est d'une part, vous avez un délai dit de priorité là-haut. Un délai de priorité, c'est vous permettre d'avoir la priorité parce qu'en fait, en matière de marque, vous devez faire notamment ce qu'on appelle une recherche de disponibilité pour vérifier que votre nom n'est pas déjà approprié par un tiers dans le même secteur, si je simplifie les choses. Si vous déposez dans le délai de priorité, ça veut dire que, imaginons, vous avez déposé le 1er février votre marque en France, vous avez donc 6 mois, mais vous déposez votre marque à l'Union Européenne 1er juillet. Une société belge a déposé la même marque le 1er mars. Potentiellement, comme vous êtes dans le droit de priorité, cette société belge, alors qu'elle aurait pu s'opposer à votre demande de marque de l'Union Européenne, demain ne pourra pas parce que vous êtes dans le délai de priorité. Ça, c'est une première chose à savoir. Après, je le répète, là où vous n'avez pas de protection, c'est la libre concurrence qui s'applique. Ça veut dire que les gens peuvent s'approprier votre nom pour faire exactement la même chose que vous, sans que vous puissiez dire quoi que ce soit. Ça fait la grimace pour ceux qui ne sont en live, mais voilà, l'idée elle est là. Et ça c'est valable aussi pour le brevet, pour le dessin modèle, pour toute la propriété intellectuelle d'une manière générale. C'est pour ça aussi que quand vous partez, tout à l'heure on a commencé à discuter, on est en recherche de partenariat pour l'Afrique, par exemple, on est vigilant parce que si on commence à communiquer sur son projet avec un nom de projet et des éléments concrets sur le projet, là-bas, potentiellement, si on n'a pas assuré ses arrières, ne serait-ce qu'à minima par un contrat en bonne et due forme, potentiellement, même si ça resterait sur le territoire africain, les personnes peuvent s'approprier le projet et toute la propriété intellectuelle sur le territoire africain. Oui. Et en gros, le seul risque, c'est que pendant la période où on n'a pas protégé, quelqu'un reproduise l'idée. Mais si alors, pas l'idée, mais le projet en lui-même ou tous les éléments. Ouais. Et si jamais on le dépose et qu'auparavant personne n'a jamais rien fait, et qu'à moment on le dépose, quelqu'un le fait, là on est protégé quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Par l'élément de recherche qui est nécessaire à tout dépose là. Alors, en fait, le dépôt vous donne des droits de propriété, si je simplifie les choses. Donc, à partir du moment où vous faites un dépôt en France sur un nom,
vous avez des droits et vous pouvez vous opposer à toute utilisation d'un nom identique ou similaire pour les produits et services pour lesquels vous avez demandé l'enregistrement. Voilà, vous obtenez cette propriété, cette liberté d'exploitation. Demain, vous arrivez avec Lotus pour faire du papier toilette, vous avez l'autre Lotus qui va vous tomber dessus, tout simplement. Parce qu'ils ont des droits qui sont antérieurs à vous. Oui. Et si notre marque, c'est notre nom et prénom, est-ce qu'on la dépose ou enfin... C'est pas recommandé. Ça se fait, mais c'est pas recommandé. Le risque majeur de déposer ces noms et prénoms à titre de marque, c'est que demain, la marque appartient à la société. Demain, vous quittez la société. Vous ne pouvez plus utiliser vos noms et prénoms à titre de marque pour les produits et services pour lesquels elle est protégée parce que vous avez quitté la société, mais la marque appartient à la société. Sauf si on est auto-entrepreneur, vu qu'on est une Alors, personne physique. Oui, ça c'est encore un statut différent. Mais après, c'est voilà, quand on est auto-entrepreneur, c'est la personne physique, donc voilà. Mais quand on entre dans la société pure et dure, là par contre, c'est pas. Et le but, je pense que quand on est auto-entrepreneur au début, c'est d'avoir une vraie société à la fin. Bien sûr. Et vous avez commencé une communication sur une marque et vous n'allez peut-être pas forcément changer la communication parce que vous changez de forme de société. Oui. Moi, ma question, c'est de savoir qui va prévenir Lotus si Lotus est une marque. Personne, et ça c'est valable pour n'importe quel titulaire de marque. Ça veut dire que, on le verra aussi sur l'atelier dans 2 semaines, plus précisément, ça veut dire que chaque titulaire d'une marque doit faire une surveillance. C'est-à-dire vérifier sur les bases de données de marque, les bases de données des noms de société, sur Google aussi l'usage qui en est fait, parce que vous ne déposez pas forcément un nom qui reproduit une marque, vous l'utilisez simplement. Mais si vous l'utilisez pour les produits et services pour lesquels elle est protégée, pour désigner ces produits et services-là, vous êtes contrefacteur. Donc ça, il faut être vigilant, il n'y a pas d'alerte. Après, il y a des contrats qui se mettent en place par des sociétés, des choses comme ça, mais à la base, il n'y en a pas. Oui. Est-ce qu'il y a une base de données pour consulter, par exemple, le Lotus, ils font les voitures Alors, vous allez en fait sur l'inpi.fr, base de données marque, et là, vous aurez toutes les marques en vigueur en France. Après, pour l'international, il y a la base TM View, donc TM comme trademark et View comme la vue en anglais, qui vous permet d'avoir une vision là internationale des noms déposés. Et est-ce que c'est beaucoup plus poussé de passer par exemple, parce que moi j'ai voulu vérifier le nom d'une marque sur l'INPI, il était disponible, et alors quelle différence avec le service que vous proposez d'antériorité? Alors, la prestation de recherche, en fait, c'est des algorithmes qui tournent parce que quand vous faites une recherche de disponibilité en matière de marque, il faut la faire à l'identique mais par similitude. D'accord. Et la similitude, c'est des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ça veut dire qu'il faut être créatif pour imaginer toutes ces ressemblances-là. Moi, un exemple que je peux prendre, c'est Tipeee. Tipeee. T-I-P-I, T-2-E-P-I, T-I-P-2-E, T-I-P-P-I, enfin... amusez-vous. Et ça, c'est juste sur le mot en lui-même, parce qu'après, vous avez les Tipeee avec logo, sans logo, enfin voilà. L'avantage de la prestation de recherche marque de l'INPI, c'est qu'on vous sort tout. D'accord. Parce qu'on a les algos qui tournent. Et s'il n'y a rien du tout sur Google, ça vaut le coup bah... C'est pas parce que vous avez rien sur Google qu'il n'y a pas une marque quelque part. D'accord. Ils sont super mal référencés. Il peut y avoir des oui, après, il faut être vigilant aussi parce que, comme vous êtes auto-entrepreneur, le projet n'est peut-être pas commercialisé, vous communiquez peut-être pas encore sur Internet, pour autant vous avez déjà déposé votre nom à titre de marque. Et ça, vous ne le voyez pas. Voilà. Ok ? Super. Et donc, tout au long de votre processus d'innovation, nous, ce qu'on recommande, c'est de se faire accompagner. Vous avez des professionnels de la matière, avocats, propriété intellectuelle, conseillers en propriété industrielle, qui ont chacun leur ordre professionnel, tout simplement. Mais pour se faire accompagner, nous, INPI, on propose un accompagnement personnalisé, dédié à un projet pour y déterminer votre stratégie de propriété intellectuelle. Grosso modo, elle se veut croissante parce qu'en fait, on va vous accompagner jusque votre phase de croissance, donc commercialisation, expansion, on espère, sur cette stratégie-là. Globalement, on a d'abord un pré-diagnostic propriété intellectuelle qui est en une forme d'audit juridique propriété intellectuelle qui permet de justement vous ressortir avec un rapport sur votre projet de toute la propriété intellectuelle qui s'y applique et des recommandations à mettre en œuvre
pour adopter une stratégie pays conforme à ce projet-là. Ça peut, enfin je vous l'ai dit, je vous ai balayé toute la propriété intellectuelle, c'est pas parce qu'on est office qui réceptionne juste les brevets de marques, dessins et modèles qu'on ne s'occupe pas du droit d'auteur, des contrats, des logiciels, de la concurrence déloyale, des sites internet. Tout est balayable. Après, il faut juste savoir ce qui se cache derrière. Après, on continue sur cet accompagnement. Alors, voilà, on parlait de société tout à l'heure. On a des conditions d'accès aux autres suites de l'accompagnement parce qu'on exige en fait une immatriculation, un numéro SIRET pour bénéficier du Pass Pays qui est un soutien financier. Ce soutien financier vous permet en fait de vous faire financer en partie une prestation par un avocat conseiller en propriété industrielle déterminé comme nécessaire suite à une rencontre avec un chargé d'affaires. C'est-à-dire on a vu votre stratégie de propriété intellectuelle, sauf que tout seul vous ne pouvez pas y arriver. Donc ensemble on a déterminé que par exemple vous aviez besoin d'aide pour rédiger des contrats liés à la propriété intellectuelle, pour faire une recherche d'antériorité, liberté d'exploitation en matière de brevets, pour analyser la cybersécurité, pour établir une stratégie de protection à l'international sur le fondement de votre titre français. Mais voilà, donc tout ça, ça répond après à des conditions plus précises que je pourrais aborder avec vous. Mais l'idée, c'est que par contre, il nous faut un numéro de SIRET pour pouvoir vous aider parce que voilà, c'est un soutien financier où la propriété intellectuelle va faire partie d'un actif immatériel de société. La masterclass pays, c'est ouvert en fait à justement les sociétés qui veulent faire que leur stratégie de propriété intellectuelle correspond à leur stratégie globale de développement de société. Ça vous permet en fait de suivre des journées de coaching collectif au nombre de 3 et surtout de bénéficier de coaching individualisés qui vont répondre à vos propres problématiques propriété intellectuelle pour demain que vous puissiez par exemple faire de la veille stratégique, savoir comment gérer correctement la titularité de chacun des droits de propriété intellectuelle, savoir comment gérer vos partenariats, des choses comme ça. Donc là, on est sur une vision un peu plus poussée, formation, personnalisation et mise en parallèle pays et stratégie de développement global d'une société. Cartographie, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est en fait la cartographie des brevets. Ça vous permet de faire un balayage des innovations dans un secteur d'activité ou un secteur plus précis pour savoir si vraiment, enfin, identifier si vraiment vous allez être dans une innovation avec votre produit ou pas. C'est, vous imaginez une carte en fait, et avec des points rouges ou rien du tout sur certains endroits en fonction des secteurs d'activité. Et si vous, votre innovation, elle va se trouver dans un secteur d'activité ou point rouge, vous allez peut-être vous dire, on va peut-être faire marche arrière pour aller se trouver là où il y a moins de points, parce que là, on sera vraiment en innovation de rupture. Voilà. Après, on a développé un accompagnement start-up plus spécifique. Ça correspond à ce qu'on fait déjà quotidiennement. Nous, chargés d'affaires, on a une mission d'accompagnement général à la propriété intellectuelle. On vous rencontre, on balaye votre projet propriété intellectuelle et on vous aide à avancer dans ce domaine-là. Ça, c'est quelque chose de très formalisé qui vous permet en fait d'avoir un suivi sur un projet d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. À chaque stade d'évolution de votre projet, on fait un point à peu près tous les 5 mois. Vous ressortez de là avec des pistes d'action à accomplir pour monter votre stratégie de propriété intellectuelle. Et à la fin de cet accompagnement, vous ressortez surtout, on met la stratégie dans un outil d'évaluation qui vous permet de donner un indicateur de performance stratégie propriété intellectuelle valorisable, par exemple auprès des investisseurs des banques. Donc là, on est sur quelque chose, voilà, vraiment accompagnement sur la durée où chacun s'engage à faire ce travail propriété intellectuelle. Voilà, ça c'était pour l'accompagnement. Et ça, c'est mes coordonnées si vous avez des questions. Alors, je sais pas du coup si j'ai des questions en live. Peut-être qu'ils vont venir ou pas. La cartographie est un moyen aussi pour mesurer la concurrence sur cette innovation. Tout à fait. Tout à fait. Je soupçonne peut-être que j'ai quelqu'un de l'INPI qui soit là pour nous aider. Je ne sais pas. Mais effectivement, la cartographie permet aussi d'identifier... Enfin, on se sert des bases de données et la cartographie est cette base de données pour vous dire justement je vais identifier où sont mes concurrents, je vais éviter d'y aller. Ou alors, je vais identifier aussi... La cartographie permet d'identifier de potentiels partenaires dans un secteur d'activité. Ça a plusieurs fonctions. Après, voilà, c'est quand on est sur l'innovation et qu'on cherche à faire
une map monde de l'innovation dans un secteur d'activité. Alors, derrière, par contre, j'ai une question. Une question concernant les droits d'auteur. Oui. C'était jusqu'à la mort de la personne et 70 ans après pour les ayants droit. Oui, ça se transmet en fait aux héritiers. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Pareil, alors je vais vous prendre un exemple. Le droit d'auteur sera abordé, je sais plus, mais aussi on va aborder, en fait, on va animer un atelier sur la protection des contenus d'une manière générale et aussi des graphismes, des choses comme ça. C'est droit d'auteur, dessin et modèle. En fait, imaginez la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, potentiellement, elle n'a plus de droit d'auteur dessus, mais à l'origine, il y en avait. Aujourd'hui, vous prenez une photo de la Tour Eiffel de nuit, il y a du droit d'auteur sur la Tour Eiffel de nuit. Sur les lumières. Voilà. Et ça va durer 70 ans après celui qui a conçu les lumières de la Tour Eiffel. Oui. J'ai une question pour comprendre l'importance justement des droits qu'on a, ouais. etc. Si je veux nuire à quelqu'un qui ne l'a pas fait, est-ce que je peux déposer ses droits et après lui réclamer Alors, oui, mais parce qu'en fait, après, on est sur des dépôts frauduleux qui sont sanctionnables en justice. C'est vrai que généralement, par exemple, vous avez tout ce qui est squatting de nom de domaine, où on vous fait payer des tonnes et des tonnes. Si vous avez une marque qui est antérieure au nom de domaine, en .fr, vous avez des recours devant les organismes administratifs pour dire que le .fr a été déposé en fraude des marques et donc vous souhaitez récupérer le nom de domaine en .fr. Après, il y a d'autres procédures amiables aussi qui permettent de ce genre de choses. En matière de marque, déposer une marque, faire un dépôt frauduleux de marque, c'est en justice que ça se règle et pour réattribuer la bonne propriété. Voilà. D'autres questions? En live? Non plus? Je vous propose d'en finir avec cet atelier, si ça vous convient. Sachez que je suis toujours disponible, vous avez mes coordonnées là. Mes collègues, donc je le répète, différents ateliers qui vont se dérouler à peu près un jeudi sur 2. Ah, une petite question. D'accord, on y va. Doit-on avoir des droits d'auteur ou de propriété intellectuelle lorsqu'on crée une entreprise ou bien une auto-entreprise? Alors, c'est pas un doit, c'est plutôt on doit penser à réfléchir si on peut avoir. Parce que, je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est sur une innovation de service ou juste sur un site internet qu'on n'a pas de droit de propriété intellectuelle. Je reprends le site internet, un réseau social par exemple. Un réseau social, c'est un nom de domaine, ça fait partie de la propriété intellectuelle. Vous lui donnez un nom qui est potentiellement déposable à titre de marque. Et ensuite, vous avez sur votre réseau social une base de données. Vous avez des contenus, photos, visuels, audiovisuels, qui peuvent être protégés par le droit d'auteur. Vous avez le code source. Dans la création de site internet, il faut être vigilant. Voilà. Donc, sur un simple site internet, il y a déjà l'API. Donc, en fait, c'est pas un doit, mais c'est je dois y penser. Je dois y les identifier. Ok, voilà. Moi, je vous retrouve donc du coup en matière de marque dans 2 semaines au PSL Lab. Merci. Merci beaucoup.